Audible.fr, bougez, vous lisez. Audio Direct présente une nouvelle de Bernard Werber. Meurtre dans la brume. Lu par François Daubigny. Le seul meurtre sur lequel j'ai réellement enquêté est une affaire étrange survenue en juillet 1983 alors que j'étais journaliste localier. À l'époque, je n'avais que 21 ans et ce stage dans une petite ville de province m'avait été trouvé par mon école de journalisme parisienne. Dès mon arrivée, Jean-Paul, le rédacteur en chef, gros homme, cravate, costard, sourire, m'avait confié un reportage photo à faire immédiatement pour voir comment je m'en tirais à chaud. Ce matin, la brume couvrait la ville. J'arrivais à la gare et là, la police fit évacuer la foule pour que monsieur le journaliste prenne la photo. Ma première photo de professionnel. L'inspecteur, un jeune homme sportif en veste de cuir, me guida vers une pancarte sur laquelle était posé, vision hallucinante, un bras de femme coupé sanguinolent. On pouvait même distinguer un bout d'os jaune sortant de la manche. Sur la pancarte maculée était inscrit « Attention ». Un train peut en cacher un autre. Prénommé Ghislain, l'inspecteur me fit une bourrade complice. C'est pas pour être publié, c'est juste pour mes copains. Un train peut en cacher un autre. Il m'expliqua ce qu'il s'était passé. En fait, c'était un problème politique. La SNCF était de gauche et la mairie était de droite. Donc la SNCF ne creusait pas de tunnel pour les administrés d'une mairie de droite. Donc les gens devaient traverser les rails en regardant à droite et à gauche comme pour une rue. Mais les voyageurs ont perdu l'habitude de se comporter ainsi, et les trains sont très silencieux. Il y avait en moyenne 1 mort par mois. Là, juste avant que j'arrive, un enfant avait traversé. Une femme avait bondi pour le sauver. L'enfant avait pu passer de justesse, mais pas la femme. Elle avait été cueillie de plein fouet. Le choc avait été fort, au point que cela lui avait arraché le bras qui avait volé et était retombé sur la pancarte. Ghislain me regardait pour voir si je tenais le choc. Je pris la photo du membre arraché en ne me sentant pas bien du tout. Une sensation de vertige. Ensuite, j'écrivis mon premier article signalant l'accident ferroviaire et incitant les lecteurs à faire attention avant de traverser. Il n'y eut pas de photo d'illustration. Ma vie de journaliste prit dès lors un aspect de routine. Tôt le matin, je prenais le petit déjeuner chez ma logeuse, Madame Violette. Du café lyophilisé mélangé à l'eau de la bouilloire plastique avec une gaufre au sucre de canne roux. Madame Violette était une sympathique nonagénaire qui vivait dans une vieille maison et sentait fort l'eau de Cologne. Elle nourrissait sa voisine, Madame Figeac, une autre nonagénaire qui vivait dans l'immeuble voisin, au 7e étage. Madame Violette lui mettait ses courses dans un panier, accroché à une corde, qu'elle montait depuis la fenêtre. Madame Figeac ne sortait plus. Elle vivait avec ses chats et sa porte avait tellement gonflé qu'elle ne pouvait plus s'ouvrir. Personne n'était venu voir Madame Figeac depuis 10 ans. Madame Violette lui parlait par téléphone pendant des heures. Plus tard, j'apprendrai que lorsque Madame Violette décéda, personne n'avait pensé à s'occuper de Madame Figeac. Du coup, celle-ci mourut quelques jours plus tard, de faim, avant d'être dévorée par ses 31 chats. Ce furent les voisins qui, au bout d'1 mois, finirent par alerter les pompiers à cause de l'odeur. Après le petit déjeuner, je fonçai à la rédaction. Dans cette locale, nous étions 7, mais comme disait Jean-Paul, « Vu que les informations c'est au bar qu'on les a, on te laisse t'occuper de tout, et nous on va au café, ok Jacques? Si tu as un problème, tu sais où nous trouver. » Mes 6 collègues me firent dès le départ confiance au point de me laisser rédiger à moi tout seul les 4 pages quotidiennes de Local. Je commençais vers 9 heures par les mariages. Une photo, le nom des mariés,
Un verre de champagne, quelques serrements de main, des vœux de bonheur. Mariage suivant. Puis venaient dans le désordre les réfections de clochers, les accidents de voiture, les suicides de clochards, les inaugurations de centres aérés, les suivis de pompiers à la chasse aux nids de guêpes ou à la récupération de chats dans les arbres, l'interview du maire ou d'un chanteur ringard en tournée, les accidents de voiture, les concours de la plus grosse courge, les travaux de rénovation de l'hospice, puis retour à la rédaction pour tout rédiger. Le maire m'appelait tous les matins pour savoir mon programme afin d'y aller et d'être sur les photos. Ainsi, on avait l'impression qu'il était partout, tout le temps. Pour ma part, j'avais la sensation d'avoir beaucoup de pouvoir sur la vie locale. L'observateur modifie ce qu'il observe. J'adorais mon métier. Je développais les photos, rédigeais les articles en essayant de faire le plus précis et le plus joli possible. Jean-Paul me mit à l'aise. « Quand même, ne te fatigue pas trop, Jacques. De toute façon, personne ne lit les articles. Ils regardent les photos, lisent les titres et les légendes. Surtout, n'oublie jamais que la rubrique la plus lue est la rubrique nécrologie. » À 18h donc, je triais les feuilles des décédés de la veille, puis je les dactylographiais sur une liste en ajoutant les textes adéquats. Enfin, je concluais la journée en téléphonant à Météo France pour avoir les prévisions du lendemain. Et puis arriva le crime. Je me souviens de ce jour. Il y avait encore beaucoup de brume sur la ville. Dans mon bureau, j'étais en train d'interviewer une Lilliputienne, Madame Angelina, issue d'une attraction foraine itinérante. Elle m'expliquait qu'elle avait beaucoup de mépris pour les nains, parce qu'on les confond, alors que les Lilliputiens sont proportionnés. Elle me racontait que les Lilliputiens viennent d'une forêt de Roumanie et qu'ils avaient tous été réunis en 1900 pour l'exposition universelle à Paris. Maintenant, il y en avait une centaine dans le monde. Elle me raconta qu'elle en était à son 3e mariage et qu'elle était fière de sa fille qui jouait dans une troupe de Lilliputiens au Japon. Jean-Paul fit irruption dans mon bureau. « Vite, Jacques, il y a une noyade sur le canal. » J'abandonnai donc ma Lilliputienne à son garde du corps. Elle avait la hantise de marcher seule dans la rue car elle avait été attrapée par un chien berger allemand qui l'avait prise dans sa gueule avant de galoper avec elle sur plusieurs centaines de mètres, et prit mon appareil photo. Sur le lieu du décès se trouvaient les pompiers. La victime était un enfant de 7 ans, un certain Michel. À l'autopsie, le médecin légiste indiqua que la mort était survenue depuis plusieurs heures. Je notai des traces de liens sur les poignets. « Ah, dit-il, ça, c'est parce qu'on l'a retrouvé les mains liées dans le dos. » Je marquai ma surprise. C'est donc un crime. Dans les minutes qui suivirent, j'allais interviewer les pompiers et les policiers venus sur place. Ghislain me confia dans le coin buvette du commissariat une pièce spéciale où il se retrouvait durant la pause avec des photos de filles nues et un distributeur de bière perso, qu'en effet le gosse avait probablement été tué et qu'il avait déjà ses doutes sur l'assassin, mais qu'il préférait pour l'instant ne pas m'en parler. À peine revenu à la rédaction, je trouvai une lettre anonyme à mon nom. L'assassin de Michel, c'est sa mère Yolande. Vous n'avez qu'à demander à son frère. Il a déjà sauvé le petit. L'écriture maladroite en caractère bâton creusait le papier. Tout émoustillé, j'accumulais les indices. Par chance, contrairement au scénario des films, il ne manquait pas de témoins, et ceux-ci n'étaient pas récalcitrants à donner des informations. Tout le monde savait tout. Et pour tout le monde, c'était la mère. Certains me rappelaient même qu'elle avait déjà essayé une première fois de tuer son fils, mais que son frère avait sauvé l'enfant. J'allai voir l'oncle, qui reconnut juste qu'il s'était déjà passé le même genre d'incident, et qu'il regrettait de ne pas avoir pu arriver à temps cette fois. « Alors, tu en es où de l'enquête sur la mort du petit Michel ?» me demanda Jean-Paul. « J'avance. » Il me fit un signe complice de soutien et m'indiqua qu'il descendait au bar avec les autres. Il m'invita d'ailleurs à venir prendre une crique, cette délicieuse bière cerise que les journalistes de la rédaction prisaient tant, surtout avec une saucisse et des frites un peu grasses. Je prétextais que j'avais encore du travail. 1 heure plus tard, je sonnai chez Yolande, la mère du petit Michel. Une femme plutôt belle, d'âge moyen, habillée de noir, m'accueillit et m'invita à m'asseoir. Autour de nous, il y avait des photos de Michel et on entendait un enfant pleurer dans une pièce adjacente. Sur les murs,
des tableaux de coucher de soleil. Je bafouillais que je venais pour l'enquête sur la mort de son fils. Elle me regarda simplement, puis dit « Oui, vous savez, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai 2 enfants et je ne peux pas les nourrir tous les 2. Il fallait faire le choix, et vu que personne ne pouvait le faire à ma place, j'ai préféré garder l'autre. » Elle avait prononcé ces mots comme si c'était naturel et que je pouvais comprendre. Pour ma part, j'étais un peu déçu. Je m'attendais à mener une enquête, recouper des indices, essayer de confondre des suspects. Le fait que la principale suspecte avoue aussi facilement me laissait un sentiment de vacuité, un peu comme si je défonçais une porte ouverte. Elle me servit des brownies de supermarché et me resservit de son excellent café, et nous continuâmes de parler d'autre chose. La scène avait quelque chose d'irréel. Était-il possible qu'elle ne se rende pas compte qu'en m'avouant avoir tué son fils, elle risquait la prison? Elle avait l'air si détachée. Elle ne feignait même pas la tristesse ou l'affliction. Je prononçai un truc stupide. « Je peux avoir d'autres photos pour l'article ?» Elle me proposa plusieurs clichés de Michel. Sur celle-là, il est plus souriant, et puis c'est son pull vert, son préféré. J'hésitais, puis lâchai. « Et je peux vous photographier, vous ?» Elle acquiesça avec même une sorte de satisfaction, comme si elle avait toujours rêvé d'être mannequin et d'apparaître dans les journaux. Elle prit un temps pour s'arranger dans la salle de bain. « Mon meilleur profil, c'est comme ça. » Elle tourna la tête, la baissa, sourit, prit des pauses. Je sortis de la maison avec une sensation de vertige encore plus forte que la fois où j'avais vu le bras coupé. Je rentrai pour rédiger l'article. Le soir, j'avais les yeux fatigués et je préférais ne pas allumer les néons un peu violents et marcher dans la pénombre. C'est alors que mon pied tomba sur une masse molle sur laquelle je faillis glisser. Un sac? Non, c'était Jean-Paul, mon rédacteur en chef. Il devait avoir trop bu et n'arrivait plus à se tenir debout. Mon pied était encore sur son ventre quand il parla. « Ah, Jacques, vous avez envoyé tous les papiers ?»« Je m'en occupe. »« Bon, c'est bien. Fais du bon travail, Jacques. » Son haleine était fortement chargée de bière frelatée. « Je voudrais aussi vous parler de l'enquête sur la mort du petit Michel. » Il se redressa, tenta de se mettre à 4 pattes, mais n'y parvenant pas, préféra rester couché sur le linoléum. « Ça peut attendre demain, non ?»« Bien sûr, bien sûr. » Le lendemain, il faisait très beau. Jean-Paul me reçut dans son grand bureau. Il n'avait plus aucun signe de l'incident de la veille. Ses gros doigts boudinés cherchèrent une cigarette qu'il alluma avec distinction. « Il était très bien, votre article sur la Lilliputienne. Pour ma part, avant votre article, je ne savais même pas que cela existait. Je les confondais avec les nains, ou alors je croyais que c'était une légende. Dans l'article, vous dites qu'elle a une maison à sa taille. Ça doit être une maison de poupée, hein ?» Il eut une petite esclafade. « Je voulais vous parler de l'affaire du petit Michel. »« Ah oui, bien sûr. La noyade. Alors, vous en êtes où ?»« Eh bien, comment dire, je crois que j'ai trouvé l'assassin. »« Parfait. Alors c'est qui ?»« La mère. Elle a déjà tenté une fois de le tuer. Elle lui a attaché les mains, puis elle l'a jeté dans le canal. Elle m'a même avoué qu'elle avait dû faire le choix entre les 2 enfants. » Wow. J'ai déjà rédigé l'article. Tous les éléments de mon enquête y sont notés. Je lui tendis l'article de 2 pages, plus les photos de l'enfant et de la mère, et du lieu où on en avait trouvé le corps, et de l'oncle. Jean-Paul hocha la tête doctement. Il lut l'article, examina les photos, puis me regarda en souriant. « Vous ne croyez quand même pas qu'on va publier ça? Vous pensez que mon enquête ne tient pas? Ah non, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Vous avez été un excellent détective, un vrai petit Sherlock Holmes. Vous pensez que Yolande est innocente? Ah non, là non plus, il n'y a pas de doute. Elle a tué son fils volontairement. Alors c'est quoi le problème? Son sourire s'étira un peu plus. Le problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte de la portée d'un tel papier. Selon vous, si on publie l'article,
Il va se passer quoi? On va arrêter cette femme. Oui, alors? Elle va aller en prison. Vous allez me dire que c'est punir l'autre enfant en le privant de sa mère, c'est ça? Non, je vais vous demander, est-ce que vous voulez avoir des morts sur la conscience? Je ne comprends pas. Puisqu'il faut mettre les points sur les i, voilà. Cette femme vous a dit que si elle a tué son fils, c'est parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour s'occuper des deux. En effet. Mais elle n'est pas la seule. Il y a plein de mères qui ont trop d'enfants et qui se demandent comment s'en débarrasser. Votre Yolande a trouvé ce truc de jeter dans le canal son fils en lui liant les mains dans le dos. Si jamais ça s'ébruite, vous verrez plein d'autres mères faire pareil. En fait, c'est un problème d'idée, d'imagination. Les autres n'ont pas pensé à ça. Faut-il leur donner l'idée? Je me pinçais pour sortir de ce mauvais rêve. Vous voulez dire que ce crime est, au-delà de son aspect monstrueux, une idée originale pour résorber les excédents de population? Il hocha la tête. Parfaitement. Cela va inspirer d'autres gens sans imagination. Si vous sortez cet article tel quel, des enfants mourront, par votre faute. Et ils resteront vivants si l'article ne sort pas. Je restais à le fixer, hébété. Vous savez, mon cher Jacques, il y a les films, les romans, et puis il y a le réel. Dans le réel, la bêtise est contagieuse. Dans le réel, les criminels sont rarement attrapés, et quand en général, pour un détail de négligence, ils se font pincer, ils sont rarement punis. Il alluma une cigarette et souffla délicatement la fumée. Et c'est peut-être le mieux pour la tranquillité de tous. Mais les victimes, ce n'est pas parce qu'on met leurs bourreaux en prison qu'elles vont ressusciter. Alors pensons à l'intérêt général avant de vouloir à tout prix jouer les héros. Nous ne sommes pas dans un film, nous ne sommes pas dans un roman. Il n'y a pas de happy end, il y a du realistic end. Jean-Paul me regarde avec l'air d'un gentil maître d'école qui apprend un secret caché du monde. Bon alors, je fais quoi? Demandai-je en ramassant mes feuillets et mes photos. Il fit un geste désinvolte de la main, puis reprit les photos. Eh bien, là, cette photo est très bonne. Il a une bonne bouille avec son joli pull vert. Donc, tu mets la photo du gamin, tu mets son nom et son prénom dessous, et un petit article genre « Accident mortel sur les bords du canal ». Après, tu brodes en donnant des conseils aux parents de ne pas laisser leurs enfants traîner tard le soir sur les bords de l'eau. Tu peux même dire que c'est la faute des services de voirie qui auraient dû protéger la zone, peut-être trop glissante. Désormais, il me tutoyait, comme un complice. Je restais un peu groggy. Il perçut ma gêne. « Tu sais, Jacques, il n'y a pas de journaliste heureux. Tu veux savoir pourquoi? Parce que nous savons réellement ce qui se passe. Et ça nous bouffe. Pour être vraiment heureux, il faut être ignorant, ou savoir oublier très vite. Allez, viens, je vais te payer une gueuse. » Cette fois-ci, j'acceptais. Après 3 gueuses, 2 criques accompagnées de 3 olives et d'une barquette de frites, Jean-Paul me conseillait de goûter à une bière qui s'appelait la mort subite. Tout en buvant le liquide ambré et pétillant, je me demandais si on pouvait mourir avec de la bière. Dans mon cerveau, tout devenait brumeux, et j'avais envie de rire sans raison. Jean-Paul se pencha vers moi, le regard vacillant. « Il n'y a pas de journaliste heureux. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est que ce métier reste supportable si on a un petit soutien chimique. » Le lendemain, l'article paraissait avec la photo du petit Michel en pull vert et le titre « Accident mortel sur les bords du canal ». Madame Violette me lâcha un « Pauvre gosse, comme il était mignon, et en plus on sent bien sur la photo qu'il était gentil. » Mais enfin, s'il jouait sur les berges tard le soir, il faut pas s'étonner qu'il ait eu des problèmes. On n'y voit rien là-bas, c'est pas éclairé, et puis ça doit être très glissant. Je me lançais à fond dans mon travail pour ne pas penser. Je couvrais un accident de camion. « Le type avait bu, il n'a pas vu le stop, » me dit le motard. « Une fête des moissons. »« Vous prendrez bien un petit verre, monsieur le journaliste. Allez, ça ne peut pas faire de mal, et vous avez l'air tout chose. » Une réflexion de clocher. « Ah, ça, depuis le temps que la municipalité nous l'avait promis, il était temps qu'on lance les travaux. Vous buvez un verre de mousseux ?» me dit le curé. Une réunion d'anciens combattants. « Allez, vous prendrez bien un quart royal. » La rénovation de la piscine municipale. « J'ai prévu un petit cocktail de l'amitié après la séance photo. Il y a de la sangria, vous serez des nôtres. » Plus mes 3 mariages. « Juste une coupe de champagne pour la santé des mariés. »
et ma météo quotidienne. Pluie et orage toute la soirée, préparez-vous à une journée arrosée. La tête un peu lourde, je dînais avec Ghislain et sa jeune épouse qui ne prononçaient pas un mot et baissaient les yeux. Nous mangeâmes du gigot au thym et à l'ail, accompagné de pommes rissolées et de haricots verts. Le repas fut accompagné d'un vin rouge sans. Moi, je ne bois pas de bière, j'aime pas ça. Je préfère le vin. Le vin, c'est l'énergie de la terre. Il paraît qu'en général, la majorité des gens boivent de la bière. En plus, ça fait pisser tout le temps. Allez, Jacques, ne fais pas cette tête. C'est à cause du petit Michel. Yolande, de toute manière, n'aurait jamais été arrêtée, me signala le jeune inspecteur amusé par la situation. Et pourquoi donc? Il emplit mon verre à ras-bord. C'est l'une des 7 prostituées de la ville. Jean-Paul est l'un de ses clients, tes 5 autres collègues aussi, ainsi que pas mal de mes collègues du commissariat. Si on l'avait arrêté, ça aurait un peu déstabilisé l'équilibre social. Il y aurait peut-être eu une recrudescence de viols. Tout participe ici à un équilibre fragile. Si on touche un élément, les conséquences peuvent être importantes. Un crime, ce n'est pas une raison suffisante pour briser cet équilibre? Non, je crois pas. De temps en temps, on nous fait croire qu'on veut la justice, mais en fait, personne ne la veut vraiment. La justice? C'est une notion abstraite. Les gens veulent juste en parler, la défendre verbalement, sans revendiquer. Mais si on les met au pied du mur, ils finissent par montrer qu'en fait, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est avant tout la tranquillité. Que demain soit un autre hier. Un mois plus tard, je terminais le stage. Jean-Paul m'annonça qu'il allait envoyer à mon école un rapport positif, même s'il avait remarqué chez moi un côté forte tête rebelle. Il me regarda fixement, sourit. N'essaie pas de changer le monde, et c'est juste de t'y insérer. Il s'approcha et me murmura à l'oreille. Et puis, il ne faut pas faire le fier et boire volontiers avec tout le monde sans rechigner. Sinon, tu ne pourras jamais t'intégrer vraiment à une rédaction. Conseil d'amis, tu en fais ce que tu en veux. L'inspecteur Ghislain vint me raccompagner à la gare. Attention! M'étant engagé pour traverser une voie, je reculai pour éviter un wagon qui glissait silencieusement. De justesse. Ça aurait été la meilleure, que tu te fasses écraser par un wagon, s'amusa le policier. Comme cela, la boucle aurait été bouclée. Mais là, j'aurais pas pu prendre la photo. Nous éclatâmes de rire, comme si toutes les tensions de ces 3 mois sortaient d'un coup. Merci, dis-je. Il me fit un clin d'œil en me donnant une bonne tape dans le dos. Un an plus tard, le 16 octobre 1984, dans un petit village des Vosges, éclatait l'affaire du petit Grégory. Une mère était suspectée d'avoir jeté son fils dans un sac poubelle dans la Vologne. La mère, très belle, posait pour les photographes, répondait aux interviews, clamant son innocence. Tous les grands reporters criminels parisiens descendaient dans les Vosges pour couvrir l'événement. Je me demandais si le journaliste qui avait sorti l'affaire s'était demandé lui aussi si cela allait inspirer d'autres gens sans imagination de commettre le même crime. Bernard Werber, bonjour. Bonjour. Alors, dans cette nouvelle que vous venez de publier, on y trouve un Bernard Werber plutôt inattendu, un petit peu plus noir, moins scientifique, moins, entre guillemets, fantastique. Est-ce que cela augure d'un futur roman dans ce style? Oui, c'est un roman que j'ai écrit, qui est un projet à perfectionner, qui arriverait après Le Mystère des Dieux, qui est un roman uniquement psychologique et un peu noir. Qui serait une manière de montrer une nouvelle palette de mon travail.
Ce qui m'intéresse, c'est en utilisant les structures anciennes de type polar ou de type drame social, d'aller fouiller différemment sur ce thème-là. Mais Meurtre dans la brume a aussi une autre particularité, c'est que c'est autobiographique. Oui, c'est-à-dire que avant de devenir romancier, vous étiez journaliste. Alors, est-ce que d'ailleurs ce travail, cette expérience journalistique, ça vous inspire, ça a une influence dans votre métier d'auteur? Énormément. Déjà, le journalisme m'a appris qu'on ne peut parler d'un sujet que après avoir fait un travail préliminaire de documentation. Précisément parce que le fantastique ou la science-fiction autorise tous les délires, il faut se coller au réel ou en tout cas au crédible. Et le journalisme m'a appris aussi à aller interviewer les gens. C'est-à-dire quand je fais un sujet sur le cerveau, je vais interviewer un spécialiste du cerveau. Quand je fais un sujet sur l'origine de l'humanité, je vais interviewer le spécialiste. Souvent, les écrivains ont tendance à rester enfermés dans leur tour d'ivoire et à penser qu'ils ont l'univers en eux. Nous avons un univers en nous, mais il faut le nourrir du savoir et de la connaissance des spécialistes. Et vu que j'aime pas utiliser les livres, parce que pour moi les livres sont des objets morts et bloqués dans le temps, l'interview de spécialistes me semble la meilleure manière de nourrir et de bâtir un roman. Dans cette nouvelle, vous décrivez un journaliste qui, le moins qu'on puisse dire, n'agit pas comme le grand public pourrait s'y attendre. Alors, d'après vous, ça sert à quoi le journalisme? Alors, j'ai ma vision idéale du journaliste. Pour moi, le journaliste, c'est presque un observateur qui agit. Donc, il y a presque un côté justicier dans le métier de journaliste. Je vous cache pas que quand je suis rentré dans ce métier, je m'attendais à faire un travail un peu à la Tintin, c'est-à-dire j'arrive, je vois et je modifie ce qui me semble ne pas fonctionner. Ce que raconte Meurtre dans la brume, c'est que je suis arrivé, j'ai vu, j'ai compris, j'ai essayé de modifier, je me suis aperçu qu'en fait, la possibilité pour le journaliste de modifier le monde dans lequel il est n'est pas proposée. Ce qu'on propose aux journalistes, c'est quelque part d'être des relais des pouvoirs en place. Et c'est d'ailleurs aussi l'une des raisons qui a fait que j'ai arrêté le journalisme, parce que ça me semblait un métier dans lequel je n'avais pas de possibilité de déployer mes ailes. Meurtre dans la brume, c'est peut-être le livre qui signale que j'ai envie d'être écrivain, que j'en ai marre d'être journaliste. Mais en fait, je m'en étais pas aperçu. Donc, j'étais stagiaire à La Voix du Nord quand j'ai vécu cette histoire. Mais sur le coup, je dirais, c'est le premier signe avant-coureur. Je fais une enquête, j'assiste à un crime, je trouve l'assassin, je signale qu'il est l'assassin, et on m'explique que dans l'intérêt global de la société, il vaut mieux que je me taise et que je ne révèle pas cette injustice. Donc, j'ai pu ainsi mesurer, j'allais dire, la distance de la laisse qu'ont les journalistes. Ils ne sont pas des êtres libres, ils ne peuvent pas réellement agir. Par contre, ils peuvent être observateurs du monde, mais à eux après d'arriver à communiquer malgré les interdits du pouvoir. Bon, heureusement qu'il y a prescription, parce qu'à l'heure où on parle, les gens vont savoir qu'il y a un criminel impuni. Une criminelle. Une criminelle. Donc cette histoire est totalement vraie. Cette histoire est totalement vraie, exactement dans les détails que je décris, c'est-à-dire que l'histoire de la femme coupée en 3 morceaux à la gare est vraie, l'histoire de mon acteur en chef sur lequel j'ai marché parce qu'il buvait trop est vraie, l'histoire du petit garçon dans le sac trouvé dans le fleuve est vraie, l'histoire de ma rencontre avec cette jeune femme qui était l'une des prostituées de la ville et qui m'a expliqué qu'elle préférait l'autre enfant est vrai. C'est-à-dire que le réel m'a semblé tellement énorme, je me suis dit si je le mets tel quel dans une nouvelle, personne ne va le croire, c'est ce qui s'est passé. Je pense que vous-même, vous n'avez pas cru que c'était vrai. Absolument, je pensais que c'était une nouvelle écrite par un romancier. Pas du tout. D'ailleurs, je donne l'année. Ça s'est passé exactement à la date. Le seul élément que j'ai caché, c'est l'endroit. Et parce que je me suis dit, après autant d'années, ça va faire plus de bien que de mal, même si y a eu une victime
réel, et cet enfant qui est mort. J'ai encore l'article avec la photo du petit garçon chez moi. Et j'ai réellement fait ce choix, savoir quand le rédacteur en chef m'a dit si tu le publies, il va y avoir d'autres enfants qui vont mourir. J'ai réellement fait ce choix, tant pis pour la vérité, du moment que ça ne provoque pas des drames. Mais je crois que un bon journaliste doit être à un moment confronté à ce choix, c'est-à-dire la vérité ou l'équilibre social. Donc là, on est un petit peu sur le thème de la fuite. D'ailleurs, Et c'était aussi un an avant l'affaire Grégory. Hein. C'est exactement comme ça. C'est tout ce que je dis dedans a l'air énorme, mais c'est vrai. D'ailleurs, je crois que j'ai même gardé les prénoms. Mon rédacteur en chef s'appelait réellement Jean-Paul. mais c'est incroyable, hein. Cette nouvelle est incroyable, qui fait effectivement qu'on voit un journaliste qui fuit un petit peu la réalité. D'ailleurs, le thème de la fuite, on le retrouve dans votre dernier roman, Le Papillon des étoiles. Oui. Où la solution, en fait, préconisée, c'est la fuite, c'est fuir cette terre qui est devenue trop inhospitalière. Et dans cette nouvelle, effectivement, on retrouve cette notion de fuite devant la réalité, cette fois-ci. Et de difficulté par rapport à la justice. Oui. C'est-à-dire, je crois que notre monde actuellement n'est pas juste, mais la question c'est est-ce que la justice est possible ? Et la fuite est en effet la seule alternative devant la personne qui s'aperçoit que le combat ne peut pas être gagné. Alors, d'un point de vue un petit peu plus philosophique ou général, est-ce que vous pensez que l'homme n'a plus cette capacité de changer le cours des événements sur Terre ? On peut élargir à la pollution, au changement climatique, par exemple. Je crois qu'au niveau écologique, par rapport au changement climatique, ce n'est pas le plus grave. Je crois que le plus grave, c'est les mentalités des êtres humains. Une fois que nous aurons fait le nettoyage de nos esprits, tout le reste s'harmonisera. Actuellement, il y a des pulsions de mort, d'autodestruction, des pulsions de pouvoir, de domination qui sont majoritaires sur l'espèce humaine et qui font que de toute manière, même s'il n'y avait pas le problème de la météo, il y a une certaine programmation vers l'autodestruction qui est lancée. Maintenant, elle peut être très lente. Elle peut se faire sur 500 ans, sur 1000 ans, sur 2000 ans, mais elle peut peut-être se faire sur 2-3 ans, puisqu'on voit avec des pays fanatiques comme l'Iran qui sont en train de s'armer de la bombe atomique et qui annoncent clairement qu'ils veulent l'utiliser pour tuer des êtres humains, on voit clairement qu'il y a des forces de destruction qui sont en marche et que personne n'arrive à les arrêter. Bon, c'est très noir tout ça. C'est l'actualité le matin quand j'ouvre le journal qui est noire. C'est pas une vision noire, c'est une vision réaliste. Il y a un moment, il y a un des personnages qui dit les optimistes sont des gens mal informés. J'essaie d'être bien informé et étant bien informé, je m'aperçois quand même qu'il y a des zones noires et aucune force de lumière pour les éclairer. Et je le regrette et il me semble que c'est mon travail de vigile d'en parler dans mon travail. Je ne peux pas faire abstraction de la montée de l'ombre. En 1936, je crois que j'aurais été incongru pour un auteur de ne pas parler de la montée du nazisme. Donc je pense qu'en l'an 2006, il serait incongru pour un auteur de ne pas parler de la montée du fanatisme iranien et de sa volonté de destruction de l'humanité. Ne vous suicidez pas comme Stefan Zweig, hein. J'adore Stefan Zweig, en effet, ça m'a l'air une alternative d'intellectuel qui est allé au bout de la compréhension du problème. C'est à un moment combattre, fuir ou inhiber. Les trois choix qui sont offerts, comme l'explique Laborie, à tout homme qui reçoit un stress, mais non, j'ai pas envie de me suicider parce que tant que je peux agir, j'agirai. Maintenant, il me semble qu'il faudrait qu'il y ait un réveil. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de tolérance par rapport au crime, ce que je dis dans la brume, qui fait partie de l'équilibre social et que nous allons payer à un moment ou un autre. Et même si au final j'ai pris la décision pour sauver des vies de ne pas donner la justice, je crois qu'au final la vérité finit par réclamer son prix. Comme si les victimes quelque part continuaient à agir. On est informé, ça y est, vous continuez à vivre, on en est ravis. Sans faire de grosses révélations, sur quel projet travaillez-vous actuellement et quelle parution, qu'est-ce qui va se passer? J'ai le 18 avril Nos Amis les Terriens qui va être mon premier long métrage, qui
sort sur les écrans. Ça va être 4 jours avant les élections présidentielles, mais c'est un film qui sort vraiment de l'ordinaire et qui me tient extrêmement à cœur. On peut voir la bande-annonce sur mon site qui est bernardverber.com, et donc Nos Amis les Terriens le 18 avril. Et après, le 1er octobre, comme chaque année, je sors mon prochain roman qui va être Le Mystère des Dieux. Le Mystère des Dieux étant le 3e volet de ma trilogie Nous les Dieux, Le Souffle des Dieux, et Le Mystère des Dieux dans lequel mon héros essaie de comprendre pourquoi l'histoire de l'humanité se passe comme ça. Et pourquoi justement la justice est si difficile à appliquer et la vérité est si difficile à entendre. Et est-ce que les hommes portent en eux une pulsion de mort dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Et l'autre question, c'est comment faire précisément pour arriver à trouver le bon chemin, la voie de lumière. Bien, écoutez, Bernard Werber, je vous remercie, c'était bien agréable de discuter avec vous et à très bientôt. Merci à vous. Audible espère que vous avez apprécié ce programme.